Bonsoir tout le monde, je suis Carole, la fondatrice de June. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus en ce moment. Alors, avant toute chose, je sais que parmi tous les gens ici, il y a des gens qui n'oseront pas poser des questions. Pour ces gens-là, il y a un stock de cartes de visite avec mon mail. Essayez de ne pas m'appeler parce que je décroche pas de toute façon le numéro que je connais pas. Mais donc voilà, n'hésitez pas à prendre une carte et si vous voulez m'envoyer des mails, si vous n'osez pas poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi m'envoyer un tweet, un Instagram, un Snap, ce que vous voulez. Voilà, donc je suis là aujourd'hui parce que j'ai eu le grand privilège de planter ma première boîte. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a quand même des trucs intéressants à savoir. J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai un PhD en littérature américaine, donc en gros rien à voir du tout, mais du tout. Et c'est, je crois, une des premières choses intéressantes que j'ai apprises en plantant ma boîte, c'est qu'il n'y a aucune école au monde qui vous prépare à monter une boîte, encore moins à la plier, malheureusement. Donc si jamais vous ne venez pas d'une école de commerce ou que vous n'avez pas un background commerce ou quoi que ce soit, c'est pas grave, tout le monde peut monter une boîte, ça c'est déjà le premier message qui est assez important. Alors, je pense pas que c'est à cause de mon background un peu littéraire que j'ai planté ma boîte, hein, clairement. Il y a une multitude de facteurs, on va essayer d'y revenir, mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a des messages assez importants que j'ai envie de faire passer sur finalement pourquoi c'est important de planter et comment ne pas planter finalement et pourquoi si jamais vous plantez, c'est pas grave quand même. La chose la plus importante que j'ai apprise en plantant ma première boîte, donc ça s'appelait Mommyville. C'était un réseau social pour les futurs parents et les jeunes parents. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de parents parmi vous. Moi, je ne suis pas parent moi-même, hein, donc j'ai pas créé une boîte en mode tiens, ça va m'arranger, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir l'utiliser. Je l'ai créé parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin. Moi, j'étais sur Facebook en fait aux États-Unis. Enfin, j'étais aux États-Unis quand Facebook a été lancé. Donc, je suis sur Facebook depuis 2004. Et à l'époque, on avait à l'intérieur de Facebook, ouais, je sais, c'est toujours très impressionnant quand je dis ça. Une fois, il y a une fille qui a pris un selfie avec moi parce que je suis la personne la plus ancienne sur Facebook qu'elle connaissait. C'est vous dire l'étendue du truc. Non, en fait, à l'époque, sur Facebook, on avait un moteur de recherche interne à la base de données de Facebook, puisque à l'époque, c'était un espèce d'intranet géant pour les étudiants de certaines universités. Et on pouvait trouver, en fait, dans d'autres facs, des gens qui nous correspondaient et des gens qui, par exemple, étudiaient le même cours que nous, mais à Harvard, faisaient le même sport, etc. Et donc, ça, c'était un outil, un moteur de recherche interne à Facebook qui était vraiment top. Évidemment, qui a disparu très, très vite quand ils ont commencé à ouvrir le réseau au dehors des universités. Je tiens à dire que je fais partie des gens qui ont signé des pétitions à l'époque pour que Facebook ne devienne jamais quelque chose pour autre chose que des étudiants et des lycéens. Voilà, on en est bien loin aujourd'hui. Et fort de cette expérience, quand je suis rentrée en France, quand ma sœur qui était en France est tombée enceinte, galérait, elle a déménagé en Bretagne, à Rennes, elle a une grossesse difficile, elle galérait, normal, elle galérait à rencontrer des gens avec qui elle pouvait avoir une affinité, elle n'avait pas eu le temps encore d'avoir des copines. Je me suis dit, mais ce qu'il faudrait, c'est un Facebook que pour les parents, pour que tu puisses justement avoir un moteur de recherche comme on avait sur Facebook à l'époque, pour se trouver entre parents. Je reste persuadée aujourd'hui, alors que j'ai liquidé cette boîte, que c'était une bonne idée. D'accord ? Je n'en demanderai pas. Le vrai problème de cette idée, c'est qu'elle n'avait pas de business model. Et ça, j'en demanderai pas non plus. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas de business model et c'est pour ça qu'on l'a liquidée. Alors, un business model, c'est quoi ? Alors, bon, peut-être que certains vont me dire pour qui elle se prend, c'est ce que c'est qu'un business model. C'est pas grave. Moi, j'adore poser des questions évidentes et quand j'ai pas la réponse à la question, j'adore poser les questions. Donc, quoi qu'il arrive, un bon business model, c'est quelque chose qui vous permet de sécuriser de manière assez pérenne de l'argent pour pouvoir assumer l'existence de votre société. Le meilleur moyen de tester un business model, et j'ai refusé d'entendre ça pendant des mois, alors que je disais non, mais mon business model, il est bien. Je précise, c'était de la pub. Voilà, donc business model pub, évidemment, c'était bien. Typiquement, le meilleur moyen de benchmarker un bon business model, c'est vous vous mettez dans la rue, vous posez la question à 50 personnes, tiens, je veux monter ça comme boîte, qu'est-ce que t'en penses ? Faut pas demander à vos familles, hein. Vos familles, vos amis, ils marcheraient à travers le feu pour vous, donc ils comptent pas, leur avis est complètement consultatif. Vous vous mettez dans la rue, vous posez la question à 50 personnes qui passent, si les gens disent autre chose que waouh, c'est trop bien, mais bien sûr, je veux ce service tout de suite et je suis prêt à te donner de l'argent tout de suite pour avoir ce service, c'est que vous n'avez pas de business model. Je suis désolée d'être hyper radicale, mais vraiment, si c'est juste des gens qui disent « Ah ouais, c'est pas mal », non, « Ah ouais, c'est pas mal », c'est ce qu'on dit, c'est la manière polie de dire « Ouais, on s'en fout, quoi ».
Et la vraie difficulté, je pense, en tout cas de la boîte que j'ai montée et donc de mon échec, c'est que j'ai refusé d'entendre tous les gens qui me disaient que je n'avais pas de business model. J'ai refusé évidemment de faire ça parce que je me dis mais non, mais je vais pas aller poser des questions aux parents en mode est-ce que vous êtes prêts à payer pour le service, parce que tous les parents auraient répondu non. Donc je sais très bien pourquoi est-ce que je suis pas allée leur poser la question. Ils allaient dire non. Donc j'avais pas envie qu'on me réponde non. Donc j'ai dit je vais continuer dans mon petit truc. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas fait quand on a monté notre deuxième boîte, puisque finalement avant même de penser à quoi que ce soit, on s'est posé avec des parents, on a dit ok, qu'est-ce qui vous manque là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle? Et plutôt que de partir de l'idée que j'avais dans ma tête et de me dire ok, donc je vais monter une boîte autour de mon idée et je vais trouver des trucs quelque part qui abondent dans mon sens, je me suis dit ok, qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce que parmi tout ce que veulent les gens, il y a quelque chose que je peux faire? Et c'est un truc qui est assez fondamental dans le changement, on va dire, par rapport à la relation à l'échec. Justement parce que au final, une idée, c'est bien, mais l'idée ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est la mise en application de cette idée. Sauf que si au départ, vous avez une idée qui est pourrie, vous pouvez faire une mise en application qui est géniale, vous avez quand même au départ une idée qui est pourrie. Et la même chose fonctionne avec un produit. Si vous pouvez avoir la meilleure application du monde, si vous avez un produit nul qui ne sert à rien, personne ne va vouloir l'acheter. Donc voilà, donc pour revenir sur l'histoire de la liquidation de ma première boîte, comme j'avais pas de business model, c'était un petit peu la course à l'argent. Je me suis tapé absolument tous les concours, les trucs BPI. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas la plus grande fan de la BPI déjà. J'ai fait un talk au salon des entrepreneurs. Il y avait un mec de la BPI. On est restés potes, mais il y a quand même eu des moments un peu durs pour lui. Pour moi, avec la perspective, et même aujourd'hui, c'est des financements que je sollicite pas parce que c'est une perte de temps et d'énergie qui est énorme. Et tout le temps qu'on passe à aller chercher des financements pour amorcer la croissance, machin, c'est très sincèrement, de vous à moi, on le sait tous, c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez un service, si les gens sont prêts à payer pour, ils payent pour. S'ils sont pas prêts à payer pour, ils payeront jamais pour. Et vous pouvez aller chercher tous les financements de la BPI, les financements de la région, les financements de mécénat, le réseau entreprendre, de tout ce que vous voulez. Si à la base, il n'y a pas des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour votre produit ou votre service, ça marchera jamais. Enfin, ça marchera jamais. C'est très, 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 très peu probable que ça marche. Et donc, tout le temps, l'énergie émotionnelle, parce que c'est pareil, on va parler de l'échec, on va parler du fait de liquider une boîte, mais il y a aussi quelque chose de très dur dans le rejet systématique. Réseau entreprendre, BPI, machin, on passe des heures, et c'est vraiment des heures, à monter des dossiers. C'est toujours des dossiers différents. Pareil pour les concours de pitch. Vous allez pitcher 1 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et au bout d'un moment, c'est quand même quelque chose qui mentalement finit par vous atteindre un petit peu. Alors, pas dans le bon sens, parce que finalement, moins ça marche, plus vous vous dites « Non, mais mon projet est bon », donc plus vous continuez. Et parce que c'est aussi difficile en 3 minutes ou en un dossier BPI, de se dire les gens en face connaissent moins bien mon business que moi, donc forcément ils disent non, mais ça n'est pas représentatif du truc. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile, je pense, à entendre quand on est entrepreneur. Par rapport à cette histoire de BPI et de financement, c'est une erreur qu'on a faite, c'est une erreur qu'on n'a pas reproduite, de passer trop de temps à chercher de l'argent ailleurs que là où est l'argent. Et ce que j'ai dit au salon des entrepreneurs, et je pense que c'est une citation que je réutiliserai, l'argent d'un investisseur ou l'argent de BPI & Co, et pour une boîte, c'est pas comme le chèque que vous avez de votre grand-mère à Noël. D'accord ? L'argent doit systématiquement venir du service ou du produit, même si c'est un petit peu d'argent. Si c'est un petit peu d'argent et que ça vous suffit pas à vivre, dans ce cas-là, il faut dire ok, je dois scaler pour faire x100 de cet argent parce que cet argent me permettra à vivre. Et on perd beaucoup trop de temps, à mon avis. Alors vous allez peut-être me dire que vous êtes totalement en désaccord avec moi, mais à mon avis, on perd beaucoup trop de temps à faire des dossiers pour aller récupérer de l'argent extérieur, des prêts d'honneur, etc. Alors que ce temps-là pourrait être mis à très 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 bon escient, à juste focus sur comment je fais de la croissance pour ma boîte. Parce que toutes les heures que j'ai passées à faire des dossiers magnifiques et des decks magnifiques et des pitchs magnifiques pour la BPI ou pour des tas d'organismes divers et variés,
C'est du temps que j'ai pas passé à travailler ma communauté, à travailler mon business model, à voir comment est-ce que je pouvais faire de l'argent autrement qu'en allant chercher de l'argent pour boucher les trous. Typiquement, avec ma nouvelle boîte qui s'appelle June, on fabrique des couches pour bébés faites en France. On a un positionnement qui est très radical. C'est aussi une des choses qui vient avec le fait de liquider une boîte, c'est qu'on devient assez radical dans son choix. Finalement, on a une tolérance pour le bullshit qui est beaucoup plus légère. Parce que liquider une boîte, c'est quand même un processus assez douloureux. Il faut aller voir le juge, il faut lui expliquer pourquoi on a échoué, etc. Enfin, puis on est en France, c'est pas du tout la culture, mais ça, pour le coup, tu en parleras mieux que moi. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout la culture de l'échec. Donc vous arrivez en disant « Salut, j'ai planté ma boîte », le juge m'a quand même dit « Mais c'est pas grave, ma petite dame, on va vous la liquider, votre société. » Comme si j'étais en mode bon, bah, c'est une nana, elle a liquidé sa boîte, quoi. Faut le recevoir quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien à recevoir. Donc pour June, on a pris le positionnement complètement opposé. On s'est focalisé, on a mis tout l'argent sur le produit, la croissance. Et il n'y a rien qui est parti ailleurs. On n'a pas perdu une seconde à faire des événements, faire des trucs un petit peu pour se faire connaître. Mon focus, et on s'est fait engueuler d'ailleurs après coup, mais mon focus numéro 1, c'était les clients, la communauté et les produits. Et le reste n'avait aucune importance. Maintenant, ça fait 1 an, donc maintenant, quand on me demande « Ah, tu veux pas venir faire le Mash-up Nantes, le salon des entrepreneurs ?» Maintenant, je viens, parce que maintenant, ça fait partie de mon job. Mais la première année de la boîte, j'avais mais aucune bande passante pour autre chose que le produit, la communauté. Alors, en l'occurrence, j'ai un produit, c'est une chose, mais si vous voulez monter une boîte avec un service, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à faire autre chose, c'est du temps qui potentiellement sera perdu. Je vais mettre un petit bémol à ça. Et en même temps, c'est pas vraiment un bémol. Il y a une théorie en start-up qui dit il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Je maintiens ça. Je me suis pris un audit financier un peu chiant. Je me suis un peu fait taper sur les doigts parce que, évidemment, quand on monte une boîte, on a autre chose à faire que de structurer les choses de manière vraiment bien. Tout est légal, mais c'est juste que, voilà, parfois, on suit pas forcément à la seconde près, à la minute près, telle chose, tel point, telle dépense, etc. Je reste persuadée que c'est quand même le meilleur moyen de scaler. Vous pouvez pas en même temps monter une boîte en demandant gentiment la permission à tout le monde de faire ce que vous faites. Il faut y aller, il faut foncer. Et à partir du moment où vous aurez atteint un point qui est quand même relativement intéressant, je ne dis pas de faire les choses illégales. Hein. Je vous dis juste, pensez à votre croissance, pensez à votre produit, pensez à votre communauté. Et le reste, ça finira par, entre guillemets, se stabiliser et par arriver sur des rails qui sont beaucoup plus souples. Mais c'est beaucoup plus simple de penser produit ou service, communauté, client, plutôt que de vouloir penser tout de suite à monter une boîte, monter la structure, etc. On a monté la société, je crois, début 2017. On a commercialisé 6 mois plus tard. Et on a monté la société parce qu'il fallait qu'on accueille des fonds et qu'on ne pouvait pas la monter si on n'avait pas de fonds. Mais en gros, on a travaillé sur le projet pendant, je sais pas, peut-être plus de 8 mois. Il y avait pas de, on n'avait pas de structure, il y avait rien du tout, et c'était vraiment au dernier moment, quand vraiment on est obligé de recevoir de la thune. Ok, là on monte une société, on monte une structure. Donc voilà. Pour revenir sur cette histoire d'échec, je vais être très franche avec vous. Hein. Quand j'ai liquidé ma première boîte, je suis venue à Nantes. Parce qu'en fait, ma meilleure amie habite à Nantes. Et quand je suis sortie du... Ouais, j'ai vu, qu'il me restait 3 minutes. Et quand je suis sortie du TGI à Paris, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé mon investisseur, qui est un Américain, et qui m'a dit, pas mon fonds qui m'a planté, mais mon business angel américain, et qui m'a dit, Carole, tu sais, c'est pas grave, c'est génial ce que t'as fait, t'as monté un projet, t'as tenu le plus longtemps que tu as pu, c'est formidable, je suis très fière de toi, alors que je venais de lui planter quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et à ce moment-là, ma meilleure amie qui habite à Nantes, parce que évidemment, quand on plante une boîte, j'avais passé toute ma thune et au-delà de ma thune. Elle m'a payé un billet de train en me disant « Tu viens à Nantes, sors de Paris. » Et j'ai passé genre 3 mois ici à me ressourcer et à recharger mes batteries loin de Paris. Donc c'est pour ça que j'avais un petit attachement en me disant « Ouais, je vais venir parler de l'échec à Nantes parce que voilà, il y a 2 ans, j'étais ici au bout du roule et jamais j'aurais cru que j'aurais pu remonter une structure
et que ça marche. Parce que ce qui est marrant dans le fait d'échouer, c'est qu'on apprend plein de trucs extrêmement utiles et qui fait que derrière, on fait une boîte qui marche mieux, justement parce qu'on reproduit pas ces échecs. Donc mon but, et notre but peut-être à tous aujourd'hui, c'est d'essayer de vous partager au maximum des conneries qu'on a pu faire pour que vous ne les fassiez pas, ou alors que vous en fassiez que 50%, et ça vous donne une chance de survie un petit peu plus élevée. Voilà. Merci à tous.